Radio Fréquence Méditerranée. Il est 18h. Retrouve-nous en direct vidéo sur notre page Facebook Radio Fréquence Méditerranée. Allez, bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Bienvenue sur Radio Fréquence Méditerranée. Bienvenue dans notre deuxième édition de notre nouvelle émission Transition. Une émission qui parle transition écologique, environnement, sciences adaptées à l'environnement et la transition, bien sûr, comme je l'ai dit, écologique. Une émission co-animée par Noémie, chroniqueuse écolo. Bonsoir Nono. Bonsoir. Avec moi aussi ce soir pour animer cette émission, Thierry, spécialiste en vulgarisation scientifique, auteur de divers rapports, études et animateur radio. Bonsoir Thierry. Ça c'était dans le temps, animateur radio. Oui, mais bon, on va dire que tu l'es toujours puisque tu es avec nous maintenant. Voilà, donc tu as rejoint Radio Fréquence Méditerranée. Merci de m'avoir fait revenir à ce joli métier. Ce joli métier, et puis pas que, parce qu'il y a tellement de choses, t'as tellement de casquettes que ça va être compliqué de toutes les dire pour démarrer cette émission. Eric, fondateur de la société Aemilio et du site internet weeklim.com, réseau social dédié à l'étude du ramassage et recyclage des déchets. Bonsoir Eric. Bonsoir. Et nos invités du jour, Manon Furnari, bénévole acharné pour le nettoyage des plages. Bonsoir Manon. Bonsoir. On l'entend pas, qu'est-ce qui se passe-t-il donc? Bonsoir. Voilà, là on l'entend. Voilà, effectivement. En fin de compte, on va vous dire, parce que la personne qu'on va vous présenter, on a intérêt à se tenir à carreau, parce qu'elle m'a détruit la moitié du studio. Et pourtant, c'est le docteur Nathalie Ilmi, docteur en économie environnementale au Centre scientifique de Monaco, auteur principal pour le GIEC. Le GIEC vous posez la question ce que c'est. Déjà, bonsoir Nathalie. Bonsoir. Voilà, on va se rapprocher un petit peu du micro. Je vais être gentil avec elle, hein, parce qu'on vous racontera ça tout à l'heure si vous êtes sage. Le GIEC, c'est un groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat. Voilà, le thème de notre émission de ce soir, c'est l'économie bleue, la valeur des océans et de leur biodiversité. Ce soir au sommaire, nous allons donc définir ce que c'est que le concept d'économie bleue avec le docteur Nathalie Ilmi. Nous reviendrons sur les stats enregistrées sur le site weeklim.com en parlant de ses partenaires et de ses programmes et études en cours. Noémie va nous parler d'un nouvel épisode de blanchiment massif du corail. Blanchissement, pardon. Effectivement, blanchiment, c'est l'argent. Merci de me le rappeler. Et Thierry nous parlera des PFAS, les polluants éternels dans les emballages de notre nourriture. Exactement. Nous découvrirons ce qui motive Manon Furnari à nettoyer inlassablement nos plages. Et bien sûr, nous démarrons tout de suite cette émission avec Thierry qui a plein de questions à poser à Nathalie, en espérant qu'elle ne s'énerve pas. Bon, on va tout dire. Hein. Tout à l'heure, Nathalie, en s'installant, elle a fait tomber un haut-parleur, mais tout s'est bien passé finalement. Voilà, c'est ça. En fait, pourquoi on en rigole. Voilà, comme quoi on peut être docteur en sciences et un peu maladroite, c'est ça que tu veux dire? Vas-y, finis ta phrase. Voilà, j'ai pas osé le dire. Allez, on va parler donc d'économie bleue, la valeur des océans et de leur biodiversité. Alors, Nathalie, on va se tutoyer parce que ça fait longtemps qu'on se connaît et qu'on se tutoie depuis très longtemps. Qu'est-ce qu'on entend par économie bleue? Qu'est-ce que ce concept qui est finalement assez récent? Alors oui, ce concept est né en 2012 avec la conférence des Nations Unies à Rio. Et je vais vous donner la définition de la Banque mondiale. Tout d'abord, c'est l'utilisation durable des ressources océaniques pour la croissance économique, l'amélioration des moyens de subsistance et l'emploi, tout en préservant la santé de l'écosystème océanique. Donc l'économie bleue, ce sont toutes les activités économiques qui sont liées à l'océan, qui rapportent de l'argent, mais en même temps qui permettent de préserver cet écosystème. Alors on va largement développer ce point, mais avec d'autres collègues, tu as participé à faire émerger ce sujet sur la scène internationale dans le cadre des réunions internationales sur le développement durable, pour faire simple. Pourquoi est-ce qu'il faut finalement donner une valeur à ce que la nature nous apporte, à ce que tu appelles le capital naturel? Parce que si on ne donne pas une valeur, on ne comprend pas pourquoi il faut le préserver. Si on considère que la nature a une valeur de zéro, on ne voit pas l'intérêt de protéger cette nature, de la conserver. Donc, c'est surtout, on ne voit pas l'intérêt d'investir dans cette nature. Alors que si on lui donne une valeur économique monétaire, à ce moment-là, ça motive tout de suite les personnes qui ont de l'argent et qui souhaitent
l'investir dans quelque chose d'impactant. Alors, est-ce que tu peux nous donner un exemple d'une forme de valorisation d'un capital naturel que tu aurais en tête, qui nous permettrait de bien comprendre ce que vous faites dans le cadre de vos travaux? Par exemple, pour les récifs coralliens, c'est quand même quelque chose qu'on connaît très bien au Centre scientifique de Monaco. On a des équipes de biologie marine qui travaillent dessus. D'un point de vue économique, les récifs coralliens, on sait qu'ils rendent des services écosystémiques, c'est-à-dire des services à l'humanité. Comment on peut les calculer? Par exemple, les récifs coralliens, c'est beaucoup de poissons. Ce sont des poissons qui servent à la subsistance. Or, on sait que, par exemple, pour les petits États insulaires en développement, c'est 15% des protéines qui viennent de la mer. Donc, c'est quelque chose qui est très important. D'un autre côté, les récifs coralliens attirent les touristes. Un touriste qui veut voir les récifs coralliens va aller aux Maldives ou va aller en Égypte, en mer Rouge, pour voir ces récifs coralliens. En faisant cela, il va amener des devises étrangères, puisqu'il va aller à l'hôtel, il va dépenser dans les restaurants, il va payer pour ses plongées. Donc tout ça, ça rapporte de l'argent. Ensuite, les récifs coralliens, c'est aussi la protection côtière. S'il n'y avait pas ces récifs, il faudrait construire des digues. Construire des digues, ça coûte très très cher, alors que là, les récifs jouent ce rôle naturellement et pour pas de prix, en fait. Et en fonction des modes de calcul, j'ai lu que, grosso modo, entre 500 millions de personnes et 1 milliard de personnes, une fois encore suivant les modes de calcul, parce qu'il y a différents paramètres dont il faut tenir compte, vivent grâce aux récifs coralliens, ou du moins peuvent vivre autour des récifs coralliens, parce que, comme tu le disais, leurs côtes, par exemple, sont protégées de l'érosion. Mais tu disais le chiffre, pardon, excuse-moi, j'ai pas entendu. Entre 500 millions de personnes et 1 milliard, suivant les types de calculs que tu prends. Vivent sur la planète grâce aux récifs coralliens. Voilà. Ou sont protégés, prémunis de l'érosion des côtes, par exemple, grâce aux récifs coralliens. C'est énorme, c'est faramineux. Et quand on a ces chiffres-là, on comprend bien qu'il faut protéger, c'est ça l'idée? C'est ça, qu'il faut les protéger, parce que les récifs coralliens, c'est aussi une valeur culturelle pour ces pays. Notamment quand je pense en Polynésie française, ils considèrent que ces récifs coralliens ont une valeur spirituelle. Donc les personnes, en fait, pensent que les âmes de leurs ancêtres se réincarnent dans les récifs coralliens. Et à ce moment-là, pour eux, ça n'a pas de prix. C'est quelque chose, on ne peut pas donner une valeur, mais pourtant, elle a une valeur spirituelle énorme. Oui. Et vous prenez tous ces éléments en compte, évidemment, parce qu'il n'y a pas que la valeur financière, il y a aussi cette valeur spirituelle. D'ailleurs, il y a tout un mouvement qui est en train de se cristalliser autour de ces petits États insulaires, justement pour montrer que ce patrimoine dépasse largement le caractère capitalistique auquel on fait référence habituellement. Oui, c'est ce qu'on appelle le patrimoine naturel. C'est aussi du patrimoine culturel, comme je viens de dire. Et ça a une valeur monétaire qui est incalculable. Mais par contre, c'est très très important pour ces communautés côtières qui vivent auprès des récifs coralliens. Voilà, alors tout à l'heure, on verra avec Noémie que comme on le sait, ces écosystèmes souffrent énormément. Il y a un chiffre qu'il faut retenir, c'est que les récifs coralliens couvrent 0,2% de la surface des océans. C'est très peu, oui, mais ils détiennent 30% de la biodiversité connue. C'est quelque chose de faramineux. Donc, si on perd ça, indépendamment de tout ce que vient d'expliquer Nathalie, on va perdre d'abord un point d'apport de vie qui est sans égal. Alors, pour illustrer ce que tu dis, j'ai eu la chance d'aller aux Maldives et de découvrir les récifs coralliens aux Maldives. Effectivement, quand tu vas aux Maldives et que tu vas dans les récifs coralliens, tu as l'impression que tu vas te baigner dans l'aquarium de Monaco, quoi. Mais c'est incroyable. Je suis rentré, j'avais l'impression que je rentrais à Monaco dans un aquarium, tellement les poissons dans ces récifs-là, c'était multicolore, c'était un feu d'artifice. Alors on va peut-être rajouter un point encore, peut-être pour conclure sur cette première partie avec Nathalie, c'est que aussi dans la richesse que recèlent les coraux, et d'autres éléments en mer, mais là on parle des coraux, est aussi une richesse pour la recherche en santé. Le centre scientifique de Monaco a notamment mis en valeur des protéines qui aujourd'hui vont être dans des cosmétiques pour protéger la peau, des antioxydants. Et ça aussi, c'est une ressource faramineuse dont on n'a absolument pas fait le tour pour l'instant. Non, on n'a pas fait encore tout le tour. Après, c'est pareil, les coraux, ça peut remplacer les os des hommes.
Dans l'océan, on trouve énormément de produits qui vont servir à lutter contre le cancer, contre certains virus, etc. Donc on n'a pas fini de tout découvrir, en fait. Oui. C'est pour ça qu'il faut le préserver, parce que sinon on détruit, en fait, on détruit pas uniquement la planète ou les écosystèmes, on détruit l'homme, notre survie. Si on connaît l'histoire du naissance de l'humanité, normalement l'homme arrive de la mer. C'est pas normalement, c'est assez assuré. Sûrement, voilà. C'est même assez certain. J'ai l'habitude de dire normalement, je suis désolé. Mais sur ce point de santé, c'est un point capital parce qu'effectivement, je me souviens d'une mission qu'on avait menée à Hawaï avec le Centre scientifique de Monaco, où justement, les scientifiques sont allés étudier des récifs coralliens parce qu'ils sont capables de développer des défenses naturelles contre des grosseurs anormales qui ressemblent à des tumeurs et à les résorber, par exemple. Et ça se fait naturellement. Donc si on arrive à comprendre ce mécanisme, puisque comme tu le dis, on vient de la mer et qu'on a un patrimoine génétique qui a divergé parce qu'on est passé sur Terre, que les coraux sont restés sur mer, mais la base génétique, elle est, sur certaines protéines, certaines cellules, elle est identique à 98%. Donc et c'est dans les 2% qui restent que le corail, sur certains aspects, est meilleur que l'homme. Si on comprend ce qui se passe dans le corail, on peut soit le développer chez l'homme, soit synthétiser naturellement ces 2% pour apporter un bienfait en termes de santé. La base de notre émission, effectivement, c'est de rappeler bien sûr que tout ce qu'on est en train de dire, effectivement, tout ce qu'on vous fait découvrir ce soir, c'est pour préserver la planète et pour préserver l'humanité. Voilà, donc c'est ça. On va parler avec Nono des coraux, et je vais le dire correctement cette fois-ci, du blanchiment. Blanchissement. Allez. À la troisième dehors. Ça vous fait rire. Allez, la chronique. Plongez dans l'harmonie de la nature avec la chronique écolo. Donc oui, aujourd'hui je vais vous parler donc du corail, un nouvel épisode de blanchissement massif. La grande barrière de corail, située au nord-est de l'Australie, subit actuellement le pire épisode de blanchissement jamais observé sous l'effet du réchauffement climatique, avec 73% de ses récifs endommagés. Annoncé en avril, ce nouvel épisode de blanchissement massif, dû à la hausse de la température de l'eau, est le 6e en 8 ans en Australie et le 4e à affecter la totalité des récifs du monde. La Floride, les Caraïbes, l'océan Pacifique et l'Australie, mais aussi des zones qui sont généralement épargnées telles que la mer Rouge ou le golfe Persique. Le blanchissement, ça signifie simplement que les coraux deviennent pâles et blancs. Il est provoqué par une température trop élevée de l'eau de la mer. Ainsi, ils perdent leur couleur qui leur proviennent des algues unicellulaires, les zooxanthelles, j'espère que je l'ai bien dit, Bravo. qui vivent au sein du corail dans ses propres cellules. La relation symbiotique entre ces algues microscopiques et les coraux se dégrade à cause du stress thermique. Les coraux deviennent transparents et la blancheur qu'on peut voir est en fait le squelette calcaire du corail. C'est pour cela qu'on parle de blanchissement, le fait de blanchir et non de blanchiment, l'action de rendre blanche une chose. Merci. Peut-être que, voilà, en ayant l'exemple, peut-être que là tu retiendras. La conséquence de ce blanchissement est une perte d'habitat dont le reste de la biodiversité dépend. La grande barrière de corail s'étend sur 2300 km et est considérée comme la plus grande structure vivante du monde. Elle abrite une biodiversité extrêmement riche avec plus de 600 espèces de coraux et plus de 1600 espèces de poissons. La catastrophe est que si l'ensemble des récifs coralliens ne recouvre que 0,2% de la surface des océans, ils abritent 30% de la biodiversité marine mondiale. Ce phénomène de dépérissement peut tuer le corail si la température ne baisse pas rapidement. En mars 2020, sur la grande barrière de corail, le blanchissement concernait 20 à 30% des coraux de surface, situés entre 0 et 5 mètres de profondeur, mais aussi, pour la première fois, du blanchissement jusqu'à 16 mètres. C'est une partie assez profonde du récif qui est d'habitude épargnée, car quand on parle de réchauffement de l'eau, on parle surtout de l'eau en surface. C'est ce qui se réchauffe le plus vite, c'est pour ça qu'on voit beaucoup de blanchissement de 0 à 5 mètres. Mais quand on voit que le blanchissement descend jusqu'à 16 mètres, ça montre que l'eau se réchauffe bien plus en profondeur qu'on ne le pensait jusque-là. Et c'est pour ça qu'il faut agir. Comment ? Il faut environ 10 ans pour que le corail se régénère, en partie. La crainte est donc que ces épisodes de blanchissement se multiplient et ne laissent pas le temps au corail de se régénérer assez. Il pourrait ainsi être le premier écosystème à être rayé de la carte du monde à cause de l'homme. Pour éviter cette catastrophe écologique et socio-économique, les pays se mobilisent. Le CSM, Centre scientifique de Monaco, avec ses partenaires dont la Fondation Prince Albert II, ont publié plusieurs rapports sur ce sujet avec des recommandations précises. L'une de celles-ci prévoit la création d'un conservatoire mondial du corail, une initiative portée par le Centre scientifique de Monaco, la Fondation Albert II et l'Institut océanographique.
L'objectif principal de ce conservatoire est de mobiliser la communauté internationale des aquariums publics afin d'y maintenir la plus grande diversité possible d'espèces de coraux et ainsi éviter leur disparition. À terme, le Conservatoire mondial du corail pourrait ainsi héberger jusqu'à 1000 espèces, soit environ 2/3 des espèces de coraux sur la planète. Les partenaires du Conservatoire mondial du corail s'engagent ainsi activement dans la préservation des récifs coralliens. Les colonies maintenues dans les différentes structures seront multipliées par bouturage de façon à pouvoir réintroduire des espèces dans le milieu naturel si cela s'avère possible et nécessaire sous contrôle scientifique. Je vous invite à regarder la page du Conservatoire mondial du corail sur le site de l'Institut océanographique de Monaco. Je vais conclure en disant que nous sommes tous concernés, pas seulement les scientifiques, et que c'est pas parce que ça se passe loin que ça ne nous concerne pas et que ça ne nous impactera pas dans le futur. Notre planète, la Terre, on n'en a qu'une, alors protégeons-la. Et voilà. Et pour crédibiliser tout ce qu'on vient de dire, on a la chance d'avoir avec nous ce soir le docteur Nathalie Ilmy, qui est du Centre scientifique de Monaco, effectivement, et qui va faire la transition, puisqu'on va parler tout de suite derrière. Elle fait beaucoup de rapports pour le GIEC, effectivement. Donc le GIEC, on rappelle ce que c'est, mon cher Thierry. Et elle ne fait pas que des rapports pour le GIEC. Je vous assure qu'elle écrit beaucoup. On en parlait encore dans la voiture en venant. Elle écrit vraiment beaucoup. Voilà. Alors en deuxième partie d'émission, on va parler effectivement du GIEC, et on a toujours avec nous, je le rappelle, Manon Fournari, tout à l'heure, qui nous parlera ici, effectivement aussi de ses actions à Menton. Et on va parler aussi dans quelques instants, restez avec nous, de weekling.com. Voilà, petit rappel du sommaire, et on définit un petit peu ce que c'est que le GIEC, mon cher Thierry. On va le définir avec les membres du GIEC, parce que donc c'est le groupe d'experts intergouvernemental, je vais y arriver, sur l'évolution du climat. Donc c'est l'organisation internationale qui dépend de l'ONU, grosso modo, et qui depuis de nombreuses années, depuis le sommet de Rio dans les années 90, qui est en train de mettre en œuvre les éléments qui devraient nous permettre de mieux vivre sur notre planète, en tout cas de créer moins de dégâts, avec un gros signal d'alarme tiré par Antonio Gutiérrez, le secrétaire général. J'ai l'impression que ces derniers temps, c'est beaucoup de signaux d'alarme. En tout cas, c'est ce que j'allais dire. En tout cas, Antonio Gutiérrez, pour la première fois il y a 2 ans, a tiré le signal d'alarme en disant maintenant c'est plus possible. Si on continue comme ça, c'est sûr qu'on est dans le mur. Alors que jusqu'à présent, les organisations internationales, l'ONU en tête, avaient un discours plus policé, moins alarmiste, pour que les gens prennent le temps de s'habituer, et de se réorganiser, mais comme ça ne se faisait pas. Et qu'on a surtout des rapports, Nathalie va pouvoir en parler peut-être, qui annoncent des choses de plus en plus difficiles et qui vont de plus en plus vite. Il faut vraiment agir maintenant. Oui, en effet, il faut vraiment agir maintenant, parce que le changement climatique, c'est pas le futur. On y est déjà, en fait. On voit déjà les conséquences du changement climatique. Avant, on disait c'est nos enfants qu'il faut protéger, la planète de nos enfants, etc. Mais maintenant, non, c'est vraiment la nôtre, en fait. Le prétexte des enfants, et ça j'ai toujours entendu, effectivement. Maintenant, on n'est plus aux enfants là maintenant. Ah non, maintenant il faut vraiment agir immédiatement, et moins on agira vite, et plus ça sera cher. En fait. Alors moi j'ai une petite question qui me taraude depuis, puisque en fin de compte, ces 10 dernières années, on fait beaucoup plus attention qu'avant à la planète. Est-ce qu'on ralentit l'effet, ce qui est en train de se passer, ou en fin de compte c'est inexorable, ça continue toujours à s'amplifier ou pas dans vos recherches, qu'est-ce que vous pourriez nous dire? Alors nous, ce qu'on préconise surtout, c'est une diminution des émissions de CO2. Donc faire attention à ce que nos émissions de CO2 diminuent de plus en plus. On n'y arrive pas très bien, mais on essaye en tout cas. On sait que malgré tout, même si maintenant on a arrêté complètement nos émissions de CO2, il y a certaines conséquences qu'on ne pourrait pas arrêter. Par exemple, l'augmentation du niveau de la mer. Parce qu'on est déjà à des températures trop élevées. On est à 1,1 degré Celsius au-delà des ères pré-industrielles, c'est-à-dire qu'on a déjà ça de plus. Qui engendre la fonte des glaciers, la fonte des banquises. Voilà. La dilatation de l'océan et beaucoup d'événements comme ça. La dilatation de l'océan qui fait monter le niveau de la mer, effectivement. C'est ça. Et ça, c'est inexorable. On n'arrivera pas à l'arrêter comme ça. Donc, on a certains effets qu'on ne pourra plus arrêter. Mais on peut quand même diminuer l'impact, et surtout l'impact sur l'homme. Ce qui se passe, c'est qu'il y a une espèce d'inertie, c'est ça. C'est-à-dire que c'est comme quand on ralentit un bateau, même si on coupe le moteur, il continue d'avancer. Il met plusieurs kilomètres, effectivement. Voilà, mais là on est sur le même trend. Il faut s'arrêter maintenant ou ralentir maintenant pour que les générations futures bénéficient
de l'effort qu'on ferait. C'est bien ça, Nathalie ? Oui, c'est ça. En fait, il faut qu'on arrête maintenant tout de suite d'augmenter nos émissions de CO2. Ça sera dur de refaire retomber la courbe, en fait, mais on peut déjà les ralentir. Est-ce que c'est mondial, pardon Thierry, excusez-moi, est-ce que c'est mondial, tout le monde s'y met, ou j'ai l'impression des fois qu'en France on a l'air de réagir, et autour j'ai pas l'impression, moi je vois ça en tant que néophyte, je suis pas un spécialiste, mais je vois les Français qui sont quand même en pointe, et puis derrière je me demande si les autres pays font pareil. Là où on est meilleur, c'est au niveau de l'Europe, c'est pas seulement la France, mais l'Europe fait mieux que d'autres. Effectivement. Des pays comme l'Inde, les États-Unis, la Chine, on peut le dire, ils s'en foutent royalement. Quoi. Moi, je le dis. C'est difficile de convaincre leurs décideurs politiques, en tout cas. Là, il y a un journaliste qui dit, un animateur qui dit, et là, il y a un semi-diplomate qui fait de la diplomatie. Temporise. Voilà, qui temporise. Nathalie, pour le grand public, c'est parfois très complexe de comprendre ce qui se passe dans ces grandes organisations telles que le GIEC, les COP, par exemple. Comment vous travaillez tous ensemble ? Et quel est votre rôle, quel est votre but ? Alors au niveau du GIEC, ce sont des experts, ce sont des scientifiques qui sont là, on ne fait pas la recherche au niveau du GIEC, on ne crée pas quelque chose de nouveau à partir de la recherche pure, fondamentale. En fait, on évalue toute la recherche qui est déjà existante et on la reprend dans les rapports en lui donnant une importance plus ou moins importante si c'est publié dans des journaux de bon niveau, de moins bon niveau. Enfin voilà, comment on évalue en fait cette littérature. Les journaux sont les journaux scientifiques, il faut être précis. C'est pas la presse qu'on a l'habitude de lire les quotidiens. C'est les éléments de référence qui permettent d'acter que scientifiquement c'est comme ça et c'est pas autrement. Oui, c'est ça. C'est-à-dire que le rôle de l'expert, c'est de regarder si c'est publié dans un journal scientifique reconnu. Ça a évidemment beaucoup plus de valeur que si c'est publié dans une littérature grise, moins bien connue. Donc c'est comme ça qu'on évalue cette littérature. Les rapports du GIEC sont très importants pour les négociations parce qu'ils servent de base, en fait. On apporte ces messages aux décideurs politiques qui s'en servent après dans les COP pour négocier et essayer de réduire les émissions de CO2 ou les impacts de ces émissions. Donc c'est la base, en fait. C'est vraiment la base. D'accord, c'est le socle à partir duquel les négociations se nouent, se tendent. Voilà. Quand on dit que le changement climatique est dû à l'homme, ça c'est clair. Quand on dit qu'il faut réduire les émissions de gaz à effet de serre, ça c'est clair. Donc le décideur politique reçoit nos messages. Maintenant, c'est à lui de les utiliser. On ne peut pas faire plus, nous, de notre côté. Effectivement. Quel est entre ce que vous voyez, expliquer, préconiser aux décideurs et ce qu'eux peuvent faire parce qu'ils ont un autre agenda qui est politique, électoral, il ne faut pas se cacher, hein. Il y a aussi les groupes de pression. On nous dit aujourd'hui qu'il y a autant de groupes de pression au GIEC que de négociateurs. Les lobbying, exactement. Comment le fossé entre ces systèmes se réduit ? Est-ce qu'il se réduit d'abord ? Ou est-ce que la bagarre est toujours aussi âpre ? Alors les groupes de pression, c'est pas dans le GIEC, ce sont les groupes de pression, ce sont celles qui agissent sur le politique en fait. Et on voit bien que quand le politique regarde sa prochaine élection, lui il subit en fait ces groupes de pression, ce qui va faire que quand il va faire des arbitrages au niveau budgétaire, forcément l'écologie, ça ne va pas être sa priorité. Pourquoi ? Parce que il va regarder sa prochaine élection qui est dans 5 ans, dans 7 ans. Or, s'il fait une action, ça va coûter beaucoup d'argent et le résultat, on ne le verra que dans 50 ans, 100 ans. Donc, il n'est plus là. Effectivement. Ouais, effectivement. Mais c'est pour ça que le rôle d'un chef d'État comme le prince Albert II est important parce que lui, il n'est pas soumis à cette temporalité électorale. C'est ça. Les chefs d'État qui sont là de façon plus pérenne, comme le prince Albert II de Monaco, ou alors les organismes internationaux comme les Nations Unies, eux ont une vision beaucoup plus de long terme en fait. Merci mon cher Thierry, merci Nathalie. Non mais on revient, on part pas. Hein. Oui, je sais. T'inquiète pas. Mais j'ai la pendule, comme vous le savez, j'ai la pendule sous les yeux et j'ai le timing et le sommaire bien sûr. On va revenir avec Nathalie et Elmi tout à l'heure dans quelques instants. On va faire un petit détour pour parler un petit peu des résultats de Weekline, mon cher Eric. Savoir où on en est un petit peu dans toutes ces récoltes de data, de données, comme on dit, effectivement, puisque ça fait maintenant quelques temps que le site Weekline existe, avec 2 nouveaux partenaires. Et là, c'est à toi.
de nous donner tous ces éléments. On va juste faire un petit point statistique. Donc, toutes les données, pour rappel, sont accessibles sur le site. On rappelle wiklin.com, wiklin.com. Tout à fait. Donc actuellement, on est à peu près à 220 opérations qui ont été menées dans le cadre de ce réseau, ce qui est publié. Donc ça fait à peu près plus de 24 000 mégots qui ont été récoltés. On a 386 paquets de cigarettes, 1300 bouteilles en plastique, sacs en plastique, 420 bouteilles en plastique et à peu près un peu plus de 1000 canettes en aluminium qui ont été récoltées. On va profiter pendant que tu es en train de donner les chiffres de voir Manon qui va récupérer son tableau et qui va pouvoir le montrer à l'antenne, effectivement, puisque ça va illustrer ce que tu es en train de dire, ce qui est récolté sur les plages de Menton par exemple. Mais je sais que tu n'interviens pas, vous n'intervenez pas que sur les plages. Voilà, en le mettant devant le micro, on le verra. Effectivement, voilà, vous avez une image un petit peu sur l'autre côté. Je te laisse continuer, Eric, pendant que voilà. Voilà, donc ça c'est pour le point, on va dire des statistiques et des données qu'on partage via le site. C'est des données qui sont tout à fait ouvertes et qui sont accessibles pour peu que vous alliez sur le site. En termes de partenaires, on a pas mal de nouveaux partenaires qui ont rejoint le réseau. Donc actuellement, on est à plus d'une trentaine. Donc c'est des partenaires pro principalement, des associations également. Et je vais citer notamment l'association Galis qui nous a rejoint. C'est une association qui œuvre sur tout ce qui concerne le réemploi, la réinsertion professionnelle et qui a un aspect penché sur le développement durable. Voilà. Donc ça c'est un critère qui est très important chez Galis. On a également eCollect CDA, donc Côte d'Azur, qui est notre partenaire pro pour les filières de revalorisation des mégots. On travaille aussi avec Recyclop qui est une association. Donc on a 2 filières pour on va dire traiter ces mégots qu'on récolte. On a également on a Pilate Atelier qui est sur Menton. Ça c'est tous des nouveaux partenaires que tu es en train de citer. Exactement. On vient donc Domus Mea aussi nous a rejoint cette semaine. Donc c'est 2 magasins à Roquebrune et à Menton. Voilà, il y en a 3, je crois. 3 ouais. Il y en a 2 à Menton, ils sont juste l'un derrière l'autre sur la place Loré dans l'Arche. Et en fait, Domus Mea, donc je les salue et ils seront vraiment importants parce qu'on va se sourcer en système de stockage en local. Voilà. Donc tous les systèmes de stockage que nous on a pour stocker les mégots notamment, on va aller les acheter et se fournir chez Domus Mea. D'accord, ok. Et comment ça se passe pour le stockage justement tu apportes des stockages à tes partenaires et puis après... Alors sur les expérimentations qu'on fait ou sur des collègues qu'on va mettre en place, on va chercher les mégots clairement et puis on va les stocker dans notre office, dans nos bureaux. On a des gros containers de 120 litres. 60 litres et 30 litres pour les collectes. Avant que la totalité de ces gros containers partent sur le... Voilà, donc après, en fonction du type de mégots qu'on récolte, soit c'est on va dire du clean-up sur la plage, donc c'est du ramassage en aval. On va les mettre sur des points d'apport volontaires qui sont dédiés pour ça. Pour des mégots qui sont récoltés à la source, donc ça on va en parler un petit peu plus, donc c'est sur des terrasses de café ou sur des restaurateurs, des hôteliers, etc. Qui se passe à côté de chez nous, par exemple au ML Lounge, qui est juste à côté de la radio. J'allais en parler tout de suite. Donc voilà, donc ça, quoi qu'il en soit, on stocke dans nos stockages. Quand on est plein en capacité, on va en local, donc soit à Nice, soit à Grasse. Voilà. D'accord. Donc en termes d'expérimentation qu'on a actuellement, avec nos il perd pas le fil, il est impressionnant. C'est bien, c'est bien. On voit bien que c'est un ingénieur. C'est un ingénieur, il va nous parler de Cap d'Aille et juste je signale que Cédric Montero est en train de regarder. Donc comme je sais que tu vas parler de lui... J'allais en parler, mais juste après. Allez, vas-y, je te laisse. Donc alors en local, vraiment, on a des terrasses ou des restaurateurs qui jouent le jeu. Donc on les aide à mettre en place des process, à améliorer on va dire les façons de pouvoir collecter à la source les mégots. Donc par exemple avec l'EML on a récolté déjà 1,4 kg en 15 jours. Donc ça nous permet aussi de savoir... il y a des gros fumeurs là-bas, effectivement, je te rassure. Non, c'est à peu près les chiffres qu'on peut voir. Et quand on pense qu'il y a quand même moins de fumeurs qu'avant. Ouais. Parce qu'il y en a qui vapotent aujourd'hui, mais qu'on arrive quand même encore à récolter cette quantité de mégots. Le vapotage, c'est un carnage, parce que c'est du plastique aussi. Oui, non, mais pour te dire, c'est-à-dire qu'au niveau de ce qu'on est en train de parler, des déchets qu'on récolte sur le sol ou sur les plages, on sait qu'il y a de moins en moins de personnes qui fument, il y a de plus en plus de vapotage ou de puff ou tous ces trucs-là qui font qu'il n'y a pas de mégots. Et pourtant,
On en trouve toujours. C'est encore une catastrophe. C'est encore une catastrophe. Je te laisse reprendre, mon cher. Ouais, je tenais juste à mentionner deux autres partenaires que j'ai oubliés là sur la liste. Donc il y a Amimo, donc ça c'est pour de l'éducation canine, donc c'est sur Menton, on va dire dans la région, et aussi un gîte d'écotourisme, donc qui est à Pélasque, voilà, c'est mon gîte à Pélasque. Donc pour les gens qui sont partenaires se reconnaîtront, donc on les salue aussi. Alors sur les tests, pour revenir, on a aussi un test en cours avec le bar du Cap. Donc on commence à développer un petit peu sur ces thématiques-là. Je vais venir à la ville de Cap-d'Aille. Alors vas-y, viens à la ville de Cap-d'Aille. Donc un des gros sujets qu'on Tu veux qu'on s'en aille et on ferme? Tu continues tout seul. La ville de Cap-d'Aille avec il nous regarde, donc Cédric Montero. Exactement, donc on est très content de mettre en place des choses avec la ville de Cap-d'Aille, notamment les services techniques qui sont pilotés par Cédric Montero, voilà, que je remercie. Donc il y a aussi Madame Guasco qui est l'élu sur ces sujets-là. Donc là on va mettre en place des choses, on commence à faire donc les résultats ne sont pas encore on va dire dévoilés parce qu'il faut le temps de collecter les informations. Donc on mettra en place une communication pour expliciter un petit peu plus ce qu'on a fait dans ce cadre-là. Voilà. Donc je remercie bien de la ville de Cap-d'Aille. Exactement, la ville de Cap-d'Aille, Cédric Montero et puis Madame Guasco. Voilà, le message est passé, mon cher Cédric. Tu es en train de nous écouter. Voilà, on a donné toutes ces données, bien sûr, avec Weeklin. On rappelle que Weeklin, donc à Emilio, Weeklin Pling-Pong, est partenaire aussi de Radio Fréquence Méditerranée. Exactement. Tu co-animes cette émission avec nous maintenant. On est pour l'instant sur des jeudis, mais l'année prochaine, ça sera une autre date, bien sûr. Une fois par mois, et on verra bien. C'est une émission qui marche bien. On verra si on développe pas plus cette émission. Il n'y a pas de souci, mon cher. Et qu'est-ce que je voulais te dire d'autre? Te remercier aussi d'être notre partenaire. Voilà. Et puis, bon anniversaire aussi. Et ils vont s'embrasser. C'était hier. On revient bien sûr avant de découvrir notre Normalement invité. c'est sérieux Nathalie, je t'assure. On est sérieux. Oh bah, c'est convivial. Alors au début c'était sérieux tant qu'on n'avait rien cassé. Donc au bout d'un moment, donc, voilà. Comme quoi, je le disais. Avant de découvrir aussi notre deuxième invité ce soir, donc Manon Fornari, on va revenir avec le docteur Nathalie Ilmy, qui va nous parler un petit peu des effets économiques du réchauffement climatique. Et ça, c'est toujours, comme d'habitude, c'est Thierry qui prend le micro pour l'interviewer. Alors juste avant, peut-être, on vient d'avoir l'exemple avec Eric, on aura tout à l'heure celui avec Manon. Ces gestes-là, vous, au GIEC, dans les grandes organisations, vous travaillez à des niveaux stratosphériques par rapport à ça, mais ces gestes-là du quotidien, est-ce que ça compte vraiment pour vous ? Oui, absolument. De toute façon, les rapports du GIEC, ce n'est pas uniquement pour les décideurs politiques, on parle aussi à la société civile. Vous, moi, tout le monde, en fait. Et on pense que chaque geste additionné peut apporter une solution à la planète. Ce n'est pas uniquement les décideurs politiques qui vont décider ça de leur tour d'ivoire. C'est important que la société civile se saisisse de ces sujets, justement, peut-être pour impulser, on parlait tout à l'heure des politiques et de leur agenda électoral, pour impulser une forme de pression à travers l'action ? Oui, de toute façon, ça, on le voit énormément dans les COP. On voit que c'est vraiment la société civile qui porte les messages beaucoup plus que les décideurs politiques. Ils sont présents, ils sont avec les banderoles, avec toutes leurs actions, les activistes sont en train de montrer l'exemple en fait de ce qu'il faut faire. Et c'est là qu'il faut aller. Bonjour Greta. Alors on va parler un petit peu du réchauffement climatique, enfin beaucoup même du réchauffement climatique, parce que tu as contribué à une étude avec le département Écosis de l'Université Côte d'Azur sur les effets sur les pêcheries du réchauffement climatique, des choses auxquelles on ne s'attend pas du tout. L'eau est de plus en plus chaude et ça conduit des bouleversements. Est-ce que tu peux nous expliquer lesquels ? En fait, l'eau est de plus en plus chaude. Ce qui fait, c'est que les poissons vont se déplacer. Les espèces de poissons qui se retrouvaient en Afrique du Nord vont se trouver avec des eaux beaucoup trop chaudes pour elles et vont remonter vers le nord. Donc les conséquences économiques, c'est que les pays du sud de la Méditerranée, c'est-à-dire l'Afrique du Nord, sont des pays plus vulnérables où pour eux, la nourriture venue de la mer est beaucoup plus importante dans leur PIB notamment, que pour les pays de l'Europe. Or, ces poissons remontent vers l'Europe. Ce qui se passe aussi, c'est pas seulement le réchauffement, mais aussi la déoxygénation de cet océan. Donc, certains poissons ne peuvent plus respirer. En fait, c'est comme si nous, on nous bloquait l'oxygène et donc ils vont mourir. Donc, ils vont monter vers l'Europe, mais au bout d'un moment, ils vont carrément disparaître.
Et ensuite, on a l'acidification des océans. Et avec l'acidification des océans, ça ne veut pas dire que l'océan devient acide, c'est pas du citron, mais il va s'acidifier. Ça va impacter certains mollusques, notamment avec leurs coquilles, qui sont en calcaire, carbonate de calcium. C'est dû à quoi l'acidification de l'océan ? C'est à cause de l'excès de CO2 qui existe dans l'atmosphère, que l'océan d'habitude absorbe. Or là, par une conséquence chimique, l'océan va devenir trop acide, il y a trop d'ions en fait H+. Et donc ça détruit, enfin ça empêche la calcification des mollusques et donc ils n'ont plus de carapace pour se protéger donc ça crée une série de réactions en chaîne. Pour nous c'est de la sécurité alimentaire qui va disparaît. Partir. Ouais. Sachant que tu disais tout à l'heure le début de cette conversation, c'était les effets économiques et on sait que tous ces pays du nord de l'Afrique effectivement vivent de la pêche. Plus que nos régions à nous, que nos pays à nous, mais effectivement. On imagine aussi que ça crée des conflits, parce que ces pêcheurs, ils doivent monter plus au nord pour aller pêcher, et ils vont se retrouver en conflit avec des pêcheurs qui sont de l'Europe. Et donc là, il y a un conflit. Il y a aussi des trajets qui sont plus longs, donc de la consommation de carburant. Il y a des bateaux qui ne sont pas forcément adaptés, qu'il faut réadapter. Enfin, c'est toute une réaction en chaîne que nous, on ne mesure pas parce qu'on n'y est pas confronté. Oui, c'est plein de réactions en chaîne, effectivement, qui vont avoir des conséquences économiques, des coûts économiques beaucoup plus importants, justement pour des pays qui sont déjà vulnérables. Et pour l'Europe, comme je disais, ils vont récolter ces poissons. Mais au bout d'un moment, ces poissons vont carrément disparaître. Donc, ce n'est pas non plus une solution. Alors, ils vont remonter pour aller vers d'autres pays d'Europe du Nord, notamment en Islande, où il y a plus de poissons, ou en Norvège. Mais seulement, ces pays-là ne sont pas prêts non plus économiquement à recevoir ces poissons. Comme ça s'est passé en Islande, ils se sont retrouvés avec énormément de poissons. À chaque fois qu'ils jetaient leur filet dans l'eau, ils en pêchaient beaucoup. Surabondance, donc surpêche. Et quand ils rentraient au port, ils n'avaient pas l'infrastructure pour la traiter. Donc les pêcheurs rejetaient ces poissons dans le port et voilà, ils mouraient. Ils mouraient dans l'eau, avec l'odeur, avec les conséquences qu'il y avait. Alors un autre élément aussi lié au réchauffement climatique, c'est l'arrivée importante d'espèces invasives. On a des espèces invasives effectivement qui arrivent notamment de mer Rouge, et comme le lionfish. Ils trouvent un milieu réchauffé en Méditerranée, ils sont tout contents, c'est ce qu'on appelle la tropicalisation de la Méditerranée. Et donc là, ils ne trouvent pas de prédateurs par contre. Alors qu'en mer Rouge, ils avaient des prédateurs, ils arrivent en Méditerranée, il n'y a que l'homme qui peut les manger. Sinon, ils se multiplient à une vitesse incroyable. Et je crois que tu avais organisé pendant la Monaco Ocean Week avec la Fondation Elafonissos, si je ne me trompe pas, justement une dégustation du poisson lion, parce que le seul prédateur, en fait, c'est l'homme. C'est ça. Ce qu'on préconise en réalité, c'est de pouvoir pêcher ce lionfish avec une façon assez particulière. Donc, il faut enseigner aux pêcheurs comment le pêcher parce qu'il est sinon toxique. Ouais. Et ensuite, il faut apprendre aux cuisiniers à le cuisiner et puis aux consommateurs à le déguster parce qu'il est vraiment très bon. Et on a voulu faire goûter justement ce lionfish. À quelle occasion Au mois de mars, pendant la Monaco Ocean Week, il y a eu une dégustation pour une cinquantaine de scientifiques qui étaient là pour des colloques organisés par Nathalie sur le transport maritime, justement. Et ils ont profité de ce moment-là pour faire venir Enrico Toja de la Fondation Elafonissos, qui en est le président, qui est une fondation grecque, et qui milite depuis très longtemps pour une éducation justement à la pêche du poisson lion et à sa consommation, parce qu'on n'a juste pas l'habitude de le consommer. Et donc, si on acquiert cette habitude, on va pouvoir limiter son impact. Je crois que c'est ça l'objectif, Nathalie, sur l'environnement. Oui, parce que sinon, il va manger toutes les autres espèces et on n'aura plus, nous, nos sardines, on va s'en nourrir. À cette quantité-là, à cette rapidité-là aussi. Il est déjà installé jusque sur les côtes chypriotes. Donc, il arrive d'Égypte par le canal de Suez. Et il remonte le long de la Méditerranée. D'accord. Il y a des missions qui partent en Turquie là, pour évaluer sa présence. Et Ecosys, qui est l'organisation de l'Université Côte d'Azur avec laquelle travaille Nathalie, a commencé l'année dernière, au mois de juin, à faire des recensements sur nos côtes pour faire un état des lieux zéro,
pour voir si déjà il y avait ce poisson-lion ou pas, et d'autres espèces invasives, de sorte qu'on puisse avoir un point de départ pour commencer à vérifier ce qui se passe ou pas, un peu comme fait Eric avec ses Legos. Il y a des analyses à faire statistiques de ce qui se passe dans la mer. D'accord. Merci, on reste toujours avec nous. On reste là, on reparle tout à l'heure. Parce que maintenant on va aller voir Manon. Maintenant on va découvrir Manon Fournari, donc, que nous présente Eric, puisque c'est toi qui nous l'as invité aujourd'hui dans cette émission Transition, deuxième épisode. Voilà, alors bienvenue Manon. J'aimerais juste à titre on va dire d'introduction, savoir comment vous avez commencé votre aventure en fait sur la collecte de déchets, comment c'est arrivé. Quelle est la fréquence de vos collectes? Alors, en fait, ça a commencé au mois de mars 2021. Je me promenais sur la plage du Fossan avec mon fils et mon petit-fils, et la chienne. Et donc, j'ai vu des détritus par terre, un peu partout, des plastiques, voilà. Et j'ai dit, mais j'ai eu ce mot-là, qu'est-ce que je vais laisser à mes petits-enfants? Voilà. Et ça, c'était le déclic. Quand j'ai dit ça, j'avais tout dit. Et après, je me suis jamais arrêtée. Alors moi, je suis toujours étonné, pardon, je vous coupe Manon, mais toujours les gens qui disent mes enfants ou mes petits-enfants. Moi, à la base, je pense jamais à mes enfants ou mes petits-enfants, je pense d'abord à moi. Ça, c'est pas bien, ça. Et ben moi, j'y ai pensé. Non, je pense, mais je le dis clairement, en fin de compte, on se donne souvent un prétexte en disant les enfants, les petits-enfants. On se donne toujours un prétexte pour... Mais en fin de compte, c'est à nous déjà qu'il faut penser. Oui, aussi. À nous de suite. Moi, j'ai pas envie d'aller sur une plage qui est pleine de mégots ou qui est avec le cadre qui est à côté de chez vous. Ça coupe l'envie. À côté de chez vous, oui, à côté d'elle. Pardon. Ça me coupe l'envie d'aller à la plage de voir ça, je te promets. Donc, je pense même pas à mes enfants, petits-enfants. Et ben moi, j'y ai pensé. Et j'y ai pensé, ça m'a fait un déclic. Voilà. J'ai dit, mais je peux pas rester comme ça sans rien faire. Et laisser ça, comme ça. Parce que c'est déjà difficile, déjà pour nous, quoi. Et donc là, après, je me suis plus arrêtée. Donc j'ai continué à ramasser. Je faisais mes photos, jour 1, jour 2, jour 3, etc. À quelle fréquence, Manon? Pratiquement tous les jours. D'accord. Pratiquement tous les matins. Voilà. Manon, même en temps de pluie, en temps de... D'accord, il y en a qui savent pas quoi faire et vous, c'est tous les matins, vous savez ce qu'il y a à faire. Oui, voilà. Mais t'es ingénieur aussi pour tout compter comme ça Alors au début, je comptais et puis j'avais pesé un petit peu ce que je ramassais pour faire un petit calcul, pour savoir un peu combien je ramassais, etc. Vous le notiez quelque part? Oui, je le notais. Et donc, pour avoir une petite idée, quoi. Après, au bout de la 200e, j'ai arrêté, quoi. J'en avais. Mais j'ai continué à faire mes photos. Et donc... Et sur les zones de travail ou de collecte, vous avez des préférences, des spots Alors, moi, j'ai commencé à la plage du Fossan, où je me balade avec mon fils et mon petit-fils. J'ai commencé là, du Bastion jusqu'au casino. Quelquefois, je suis allée jusqu'à la piscine, parce que autant qu'il y avait de déchets, je ramassais, donc je m'en allais jusque là-bas. Mais sinon, c'est vraiment à la plage du Fossan. Là, voilà, jusqu'à à peu près le casino, ou un petit peu plus loin. Une fois que vous les avez ramassés, vous les mettez où? Dans des poubelles, je suppose? Dans les poubelles. D'accord. Ouais, dans les poubelles. Ah oui, je fais pas le tri, là. Non, je pose la question. Ouais. Et donc, je les mets dans les poubelles. Même les barres de fer, enfin, c'est tout ce qui est lourd. En fait, ce qu'on découvre sur votre tableau, là, on s'aperçoit, c'est même pas c'est du rejet de la mer, ça. C'est uniquement, pratiquement que du rejet de la mer. C'est rejet de la mer, mais quand je ramasse aussi les incivilités. C'est-à-dire que ce qui vient de la mer, d'accord, je suis tout à fait d'accord, mais... Il y a une marque d'ailleurs qui est sur le tableau, qu'on va pas citer, mais on a le logo, on comprend. Ah, d'accord. C'est vrai que quand tu vois le logo comme ça, c'est les gens qui l'ont laissé directement sur la plage. On va le dire, moi je peux me permettre de le dire, moi aux alentours de cette plage-là, c'est catastrophique. Ah ben oui. Je vais le dire. Et sachant que derrière, il y a les goélands et les mouettes qui se chargent de l'étaler. Oui. En plus. Mais si vous regardez sur le bord où il y a les douches, il y a des personnes qui s'assiedent, qui grignotent et ils laissent la canette. Ça, oui, ça, c'est l'incivilité. Et voilà, ça, c'est des incivilités. Mais si vous le laissez là, que vous ne le ramassez pas, ça part à la mer. Et c'est ce que je me dis, moi, à chaque fois que je ramasse, quand mon sac est plein, je dis... c'est ça en moins dans le ventre des poissons. Voilà ce que je me dis. Ce qu'elle dit là est très important, ça part à la mer, on en a parlé lors de la première émission. Effectivement. Il y a une étude qui a été publiée il y a une dizaine de jours qui dit que on déverse chaque minute l'équivalent d'un camion-benne de plastique dans l'océan. Chaque minute. Donc ça, non mais moi quand vous donnez les chiffres, je suis horrifié pour pas dire c'est incroyable.
les chiffres que vous donnez. Et évidemment, hein, comme on l'a dit pour la première émission, si les auditeurs souhaitent recevoir ces études, on peut mettre des liens qui nous les demandent, il n'y a aucun souci, on dispose de tout ça. Effectivement. Et tu disais aussi, tu avais donné la première émission qu'on ingérait tous les jours l'équivalent d'une... Non, pas tous les jours. Une fois par semaine, c'est déjà pas mal. L'équivalent d'une... On va faire des interrogations, d'une carte de crédit. Voilà. Une fois par semaine, pardon. Voilà. Et alors, ce qui m'a sensibilisée aussi, c'est quand je ramassais, il y avait des petits gamins de 5, 6, 7 ans, des petits groupes, et qui venaient vers moi et qui me disaient... Madame, est-ce qu'on peut ramasser avec vous ? Vous aider. 5-6 ans, je leur ai demandé leur âge. Et ben ça me faisait chaud au cœur. Ouais. Quoi. Grâce à ces petits gestes, à ces petits messages-là, c'est vrai que ça me donnait encore plus de courage d'y retourner. Quoi. Ouais, il faut apprendre les gamins. Pardon, Manon, le tableau que vous avez là, que vous avez mis ce soir, vous l'avez fait volontairement, c'est pour faire des démonstrations, c'est pour quelle raison ? Alors, j'en ai fait au tout début, 2021, 2022, j'en faisais, et que je postais sur mon Facebook. Pour les photos, effectivement. Voilà. Et donc, mais là, j'avais fait un montage. Pour mettre l'entourage, quoi. Mais sinon, c'était mes déchets, quoi. Enfin, ceux que je ramassais sur la plage. Et là, donc, avec Monsieur Prada, c'est ça. Et donc... j'ai dit, ce serait bien que j'en fasse. Et puis, donc j'en ai fait quelques-uns et pour éventuellement les exposer. Pour la fête des mères. C'est fini le connu de Louis, c'est ça ? C'est pour ton anniversaire, Jean-Luc. Chers auditeurs, c'est une émission. Voilà, on te l'a pas dit, mais c'est ton cadeau. Chers auditeurs, joyeux anniversaire. C'est une émission sérieuse, on a des gens sérieux, mais de temps en temps, on a un petit moment où on rigole, bien sûr. Et pour les tableaux, en fait, on peut citer l'association Sauvage Méditerranée. Donc il fait la même chose, il collecte, il fabrique soit des bijoux et ils font aussi des tableaux. D'accord, voilà. Effectivement. Donc c'est... Mais pour revenir juste un tout petit peu sur votre rencontre avec les enfants, je travaille en crèche et en fait les enfants à partir de 1 an, 2 ans, ils sont énormément dans le mimétisme et en fait c'est vraiment de nous voir faire qui leur apprennent. Et donc si on leur montre la bonne façon de faire, si on leur montre de pas jeter par la fenêtre, de pas jeter dans la nature ou quoi, et que on met dans la poubelle, on trie, mais ne serait-ce que déjà de pas jeter dans la nature, eux c'est des éponges et ils vont le refaire en fait et ils vont suivre le bon exemple. De voir les gens faire correctement. C'est pour ça qu'il faut en croire dans les nouvelles générations qui eux sont de plus en plus marqués par ce phénomène. Ils sont bien meilleurs que nous. Moi en tout cas mon âge et Manon et vous êtes plus jeunes que nous. Peut-être Thierry, on fait partie des générations où l'écologie, on n'en parlait pas, non mais c'est la vérité, l'écologie c'était quelque chose qui était... On n'en entendait jamais parler. Même quand on a commencé tout à l'heure à parler du GIEC, on va enchaîner. Moi, le GIEC, j'en entends parler que depuis moins de 10 ans. Quoi. Avant, on n'en a jamais entendu parler. Quoi. En tout cas, tout le monde. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, bien sûr, il y a les spécialistes qui en entendaient parler. Mais nous, le commun des mortels, on ne savait même pas ce que c'était. Mais c'est vrai que ça résonne plus maintenant, compte tenu de l'ampleur des problèmes auxquels on est confronté. Et que du coup, évidemment, les médias, nous tous, on est plus confrontés à ces situations-là. Et donc, du coup, on y fait plus attention. Et puis on met l'emphase sur ces sujets. Manon, elle voulait rajouter quelque chose. Et justement, pendant ces premiers temps, j'ai commencé à ramasser. J'ai sensibilisé mes petits-enfants. C'est-à-dire que mon petit-fils, je lui ai pris des gants, la canne et tout ça. Et puis on est allé ramasser les plastiques, etc. Et mon autre petit-fils qui habite à 7. Quel âge ? Il était plus jeune, là il a 7 ans, mais il avait déjà 5 ans et demi, 6 ans. Donc il était pitchou. Mais aussi, j'ai dit allez, on ramasse. Et maintenant c'est lui qui fait attention et qui dit à sa mère, maman, tu jettes pas un papier par terre ou quoi que ce soit. Donc c'est ça, il faut les sensibiliser dès qu'ils sont jeunes. Et parce qu'après c'est toute une histoire d'éducation, quoi. Voilà. Le message de Manon ce soir, vous avez tous compris. Bravo Manon. Bravo. Et merci en tout cas d'être avec nous ce soir, Manon. Elle va rester avec nous bien sûr jusqu'au bout de l'émission. On a encore un petit moment, on va déborder parce qu'avec ce qui nous reste à discuter, on va parler un petit peu bien sûr des solutions pour lutter contre le réchauffement climatique. Et on revient encore vers le docteur Nathalie Ilmy, mon cher Thierry. Effectivement, Nathalie, la nature peut nous apporter des solutions pour lutter contre le changement climatique, mais aussi pour des choses qu'elle fait naturellement depuis très longtemps pour justement préserver notre environnement. Alors est-ce que tu pourrais nous donner quelques exemples, peut-être en commençant avec les baleines ? Parce que tu m'as appris quelque chose de fabuleux sur les baleines et je voudrais que tu nous en parles. Oui, il y a des études scientifiques qui ont montré que la baleine permettait de stocker en fait 33 tonnes de CO2
dans sa vie. Alors, comment ça marche ? D'abord, la baleine, elle migre latéralement, donc quand elle fait ses besoins, pôle elle nord, pôle sud, fertilise. elle traverse. Voilà, elle traverse horizontalement la planète, et donc elle fait des besoins, et ces besoins permettent de fertiliser le phytoplancton qui permet d'absorber le CO2. D'autre part, pour se nourrir, la baleine va au fond de l'eau, elle remonte, et comme ça, elle active ce qu'on appelle la pompe à carbone, qui permet de prendre le CO2 en surface et de le séquestrer tout au fond de la mer. Et ensuite, la baleine, elle est grosse, elle est énorme, et donc ça permet dans son corps également de stocker du CO2, et quand elle meurt, elle va au fond de l'eau et elle y reste pour des millénaires avec ce CO2 séquestré avec elle. Et tout ça ensemble fait 33 tonnes de CO2. C'est pour ça qu'il faut qu'elle meure de manière naturelle et pas non pêchée, bien sûr, effectivement, comme elle était il y a... Comme elle est toujours. Et comme parfois. elle est toujours, pardon, effectivement. Est-ce qu'il y a d'autres exemples ? Je sais que tu travailles par exemple sur des écosystèmes comme les mangroves. Oui. Qu'est-ce que ça nous apporte, les mangroves ? On a des écosystèmes qu'on appelle de carbone bleu, qui sont les mangroves, les marais salants, les herbiers marins, comme la Posidonie en Méditerranée, oui. Qui permettent aussi de séquestrer le carbone. Et beaucoup plus que les forêts auxquelles on pense. Souvent, on pense que les forêts séquestrent le carbone, c'est vrai. Comme l'Amazonie. Malheureusement, maintenant, l'Amazonie qui se réduit comme peau de chagrin, effectivement. Voilà. Et du coup, elle dégage plus de CO2 qu'elle n'en séquestre. Puisqu'on la brûle actuellement pour la déforester, effectivement. C'est ça. Et donc, il reste ces écosystèmes de carbone bleu, dont la mangrove, qui permet de séquestrer le carbone. Non seulement elle séquestre le carbone, mais si on la préserve, elle rend aussi d'autres services écosystémiques à l'humanité. Par exemple, elle protège les côtes. Quand on la laisse en bon état, elle permet également de filtrer l'eau. Donc les pêches qui sont là qui sont naturellement là, sont de meilleure qualité puisque les poissons, ils ont une eau propre. Ça permet aussi de développer une aquaculture localement, donc de pouvoir aussi mettre en place des poissons qui sont localement plus utiles. Donc il y a plein de services écosystémiques que la mangrove peut rendre à l'humanité. Alors si on comprend bien, on va revenir sur d'autres exemples, mais si on déstabilise ces écosystèmes, c'est une richesse qu'on perd. C'est forcément des moyens supplémentaires de lutte contre ce qui se passe en ce moment qui disparaissent. En fait, on s'enlève des moyens de protéger notre planète, tout simplement. En fait, la nature, ça fait des millénaires qu'elle joue son rôle, ça fait des millénaires qu'elle protège notre climat. Et si on la coupe, si on la détruit, elle ne fera plus ce rôle-là. Donc déjà, c'est catastrophique. Et en plus, on a une perte de biodiversité qui vient se rajouter au problème de réchauffement climatique. Est-ce qu'il y en a encore un exemple heureux de ce que nous apporte la nature que tu pourrais nous donner ? Les mangroves, on en a parlé. Oui. On a les herbiers marins. Donc, si on est en Méditerranée, je vous disais la Posidonie. J'adore ce terme de carbone bleu. J'aime bien, c'est pas mal ça. Je ne connaissais pas. Carbone bleu, effectivement. C'est le carbone bleu et c'est aussi quelque chose que les scientifiques comme Nathalie et d'autres essayent de valoriser parce que si on donne une valeur à cette ingénierie naturelle, on comprend bien qu'il faut la préserver. Parce que c'est un service que nous, on n'est pas capable de produire ou qui nécessiterait qu'on mette en œuvre, j'imagine, Nathalie, des moyens démesurés pour qu'on puisse arriver au même résultat, non ? Oui, c'est ça. Et en fait, comme tu disais, le fait de donner une valeur à ces écosystèmes, c'est très important. Par exemple, pour la séquestration du carbone, on peut évaluer, d'un point de vue scientifique, combien un hectare de mangrove produit séquestre de CO2 plutôt. Et à ce moment-là, on peut avoir une valeur scientifique et nous, en tant qu'économistes, on lui donnera une valeur économique en allant sur le marché financier. Par exemple, 1 tonne de carbone, on sait qu'au niveau européen, ça vaut 100 €. Donc ça, c'est quelque chose qui est valorisable. Et pour les pays en voie de développement qui ont effectivement beaucoup de nature, beaucoup de mangroves, tout ça, c'est très important parce que ça veut dire que s'ils arrivent à préserver leur nature, ils ont une richesse naturelle qui est très, très importante et qui a une valeur beaucoup plus importante que s'ils produisaient quelque chose de pas naturel. J'ai pas trop compris comment ça traduisait en manière économique. Donc le carbone capté qui est capturé, ça vaut 100 € la tonne, c'est ça ? En fait, on a... Je comprends pas le raisonnement. On a un certain nombre de tonnes de carbone qui est capturé. On peut lui donner une valeur en allant sur le marché financier.
Au niveau de l'Europe, les ETS, c'est 100 € la tonne de carbone. Donc, on lui donne une valeur économique. On l'emmène sur le marché financier, sur le marché du crédit carbone. Et cette valeur-là, les investisseurs peuvent l'acheter. Comme s'ils achetaient des actions, des obligations. Est-ce que ça veut dire aussi que de cette manière-là, on peut faire remonter la valeur, entre guillemets, c'est pas beau ce que je vais dire, mais la valeur d'un pays, notamment des pays pauvres, et qui vont être du coup considérés différemment par les pays riches dès lors qu'on admet ce marché-là? En fait, on reconnaît comme ça le capital naturel de ces pays. On reconnaît qu'ils ont une valeur économique intrinsèque qui est là grâce à leur nature. Alors, j'ai eu la chance d'aller à Hawaï il y a quelques années pour une mission scientifique et on va en venir à ça. Et on parlait tout à l'heure avec Noémie du corail et les Hawaïens expliquaient que si le corail est déstabilisé, qu'il disparaît, ils vont perdre une ressource en biodiversité, etc., etc. Et ils disent en tourisme, c'est une catastrophe parce que ça veut dire que nos spots de surf vont s'effondrer. Ce qu'on disait au début de l'émission. On a commencé avec ça. Et si les spots de surf s'effondrent, eh bien les gens ne viennent plus faire du surf, ce qui est une attraction formidable sur place. Et là aussi, on perd une valeur économique Ce sont des devises étrangères, en fait. Exactement. Donc on est encore dans ce système-là. Voilà. Un système économique, effectivement. Merci Nathalie. Tu as quelque chose à ajouter? Oui, mais en fait, le but, c'est pas de faire de l'argent avec la nature, évidemment, c'est plutôt de la protéger. Donc, d'attirer les investisseurs privés pour venir protéger la nature qui elle-même va protéger notre climat. Merci. C'est beau, c'est beau. Ouais, moi du coup j'écoute, je suis tranquille et j'écoute tout ce qu'elle nous dit, Nathalie. Mais ça fait vraiment plaisir d'avoir des gens comme Nathalie Ilmy ce soir, effectivement, de ce niveau-là. Eric, il fait pareil, c'est un petit giac à lui tout seul parce qu'il valorise les mégots pour justement leur apporter une valeur et justement dans son ramassage. Non, mais c'est vrai. C'est un peu le même principe. Avec aussi un côté économique derrière. Mais bien sûr. Puisqu'il faut faire vivre une société derrière, effectivement. Mais au-delà de ça, ça permet aussi surtout de quantifier ce que vaut un déchet, de donner une valeur à un déchet, et le déchet ne sera plus considéré comme un déchet, ça devient une valeur. C'est la même méthodologie en fait, d'apporter un chiffre à un phénomène pour pouvoir le quantifier, pour pouvoir en discuter et après savoir comment échanger de la valeur autour de ça. C'est peut-être pour ça aussi que de plus en plus de gens s'intéressent à l'écologie ou à l'environnement, parce qu'ils ont compris qu'il y avait un business à faire aussi. D'ailleurs, on va se le dire, il faut se le dire aussi clairement, il y a des gens qui font un business avec ça ces derniers temps, moi je le dis. Et donc, mais tant mieux parce que ça aide la planète. Oui, voilà, si derrière tant ça mieux. peut aider la tant planète. mieux parce que ça aide la planète. J'adore Thierry quand il me regarde avec des grands yeux. Thierry, d'ailleurs, c'est toi qui vas clôturer l'émission puisque ce soir tu avais prévu de nous parler des PFAS. Alors, je vais aller vite alors. Non, on va déborder. C'est moi qui gère. C'est très simple. Donc, tu m'as demandé de regarder entre deux émissions les rapports qui sortaient pour pouvoir en parler. Et donc, les PFAS, c'est des polluants éternels. Donc des polluants qui mettent très très longtemps à se dégrader. Je précise évidemment que ce sont des polluants qui sont d'origine anthropique. Alors ça c'est le mot scientifique. Ça veut dire des polluants qui sont produits par l'homme. D'accord. Bizarrement, on n'en a jamais entendu parler. Et ces dernières semaines, on en entend parler. Alors on en entend parler à cause de l'étude dont je vais parler, mais on en a entendu parler un peu avant quand même, parce que c'est des perturbateurs endocriniens, ça crée des cancers, enfin c'est un vrai problème. Et donc il y a un groupe scientifique qui a eu l'idée de regarder si on en trouvait dans les emballages alimentaires. Donc ils ont fait cette petite étude, et le résultat donne 68 PFAS, donc 68 polluants chimiques retrouvés dans ces emballages alimentaires. Et sur les 68, écoutez bien ce que je vais vous dire, ça c'est le meilleur chiffre, il me reste 10 secondes. Non, 61 de ces PFAS sont déjà interdits dans la conception de produits. C'est-à-dire qu'on sait qu'il faut les sortir de la conception des produits, il faut les sortir de notre vie parce qu'ils sont dangereux. Eh bien, ils les ont retrouvés. Alors, on ne sait pas comment ils ont été mis là, mais ils les ont retrouvés dans ces emballages. Et quand je dis on ne sait pas comment ils sont arrivés là, on ne le sait vraiment pas, puisque vous vous rappelez que dans l'émission qu'on a fait la dernière fois sur les produits chimiques, quand on mélange des produits chimiques, ça génère d'autres produits chimiques qu'on n'a pas mis là à l'origine. Mais les transformations font que de nouveaux produits apparaissent et que ça crée des problèmes. Donc voilà, 68 PFAS dans les emballages, dont 61 qui sont déjà connus comme étant des perturbateurs endocriniens, cancérigènes, etc., etc.
Et donc, qu'est-ce qui va se passer? Ah, ça, on ne sait pas pour l'instant parce qu'on n'a pas la suite. Personne ne s'est saisi du dossier pour dire maintenant on fait quelque chose. Ils ont D'accord. découvert. Maintenant, Voilà. C'est pour ça que je te dis qu'il y a beaucoup de choses qu'on a entendu parler. Et ce qu'il y a de dangereux aussi, ce qu'il y a de dangereux, dramatique, pas de dangereux, pardon, c'est qu'à un moment, les scientifiques, comme Nathalie, ils ont une idée. Ils disent tiens, on va regarder là. Et puis ils trouvent des choses. Mais ils n'ont pas l'idée de regarder partout parce que c'est pas leur recherche, parce que c'est pas le moment, parce que c'est pas l'analyse qui va bien, parce qu'on n'a pas les outils aussi. Parce qu'on n'a pas les outils. Et donc, il y a des pans entiers qui ne sont pas explorés parce que tout simplement, on ne sait pas quoi regarder. Oui, tu veux rajouter quelque chose, mon cher. Sur les PFAS, en fait, donc c'est des composés. PFAS. PFAS. C'est en franglish. Voilà. Oui, c'est pour C'est ça le qu'on pi du P en anglais, puis d'accord. c'est FAS en français. C'est D'accord. PFAS. Voilà, Voilà. ça fait bien. Comme a dit Thierry, c'est des composés qui sont synthétisés, donc avec il y a des composés fluorés, et on les retrouve pour leurs propriétés qui sont assez sympas entre guillemets en termes fonctionnels sur tout ce qui est anti-tache, anti-adhérence, anti-adhérent dans des casseroles et voilà, tout. J'ai vu. donc ça rentre dans plein de produits. Vos chemises infroissables, Exactement. intachables, etc. Et Bon, ça, c'est les fabs. Bah, les Moi- hommes aussi, les non, chemises. Moi, c'est j'ai quand des même chemises plus qu'il faut les hommes qui repasser. en- Ma femme, elle achète des chemises qu'il ne faut pas repasser. Donc, je vous dis, c'est. Oh le mec. J'adore parce que Nathalie, elle a dit. Vous savez que j'ai débarqué. Elle arrive. Alors, je vous signale, chers auditeurs, Nathalie, quand même, elle est adorable parce qu'elle arrive d'une conférence. On l'a arraché une conférence à Monaco pour venir nous rejoindre ici à Menton. Et voilà, quand on a des gens de ce niveau-là, vraiment, ça met notre deuxième émission a encore plus de valeur. Et petit à petit, on va monter comme ça, crescendo. C'est bon, vous avez tous dit ce qu'il fallait? On remercie ceux qui étaient avec nous. On va déjà remercier les auditeurs, tous ceux qui nous ont suivis jusqu'au bout. J'espère que vous aimez cette émission. On vous rappelle, elle est toute nouvelle. Elle a démarré au mois de mars, bien sûr. On va se retrouver encore jusqu'à la fin de l'année. On se retrouvera l'année prochaine. Si toutes les infos qu'on vous donne, vous avez envie de les avoir, n'hésitez pas à nous envoyer un mail, bien sûr, à contact@fmradio.fr ou sur le fil d'actualité, bien sûr, la page Facebook. On vous donnera toutes ces infos, tous les chiffres. Ça, Thierry, c'est ta spécialité. Ouais. Manon D'accord. aussi, elle viendra avec ses tableaux. Et maintenant, on viendra avec ce tableau. Alors, rappelez-vous, le 26 mai, c'est la fête des mères, si vous voulez avoir des idées. Voilà, vous avez ce qu'il faut. Voilà. Je vais rappeler qui était avec nous ce soir, bien sûr, Noémie pour animer, Thierry, Eric qui ont co-animé cette émission, le docteur en économie environnementale au Centre scientifique de Monaco, Nathalie Elmy, merci. Merci à vous. Voilà, j'espère qu'elle va rien casser d'ici qu'elle s'en aille. Et puis bien sûr Manon Fournari qui était avec nous aussi, voilà, issue de la société civile et qui est acharnée de nettoyage des plages à Menton. Oui, Et, c'est mon combat. et malheureusement, Je veux sauver la planète et malheureusement, à voilà, ma petite échelle. il faut qu'il y en ait plein comme. Si on pouvait vous Oui. cloner, ça serait génial. Ah oui, oui, oui. Hein? Non, mais vous savez que sur la plage, il y a beaucoup de gens qui me disent « Ah, c'est bien, je vais faire ça dans ma ville ». Donc, ils me demandent où j'ai acheté la canne pour La pince. ramasser la pince. Et ils font ça chez eux, dans leur ville. Eric, il a un fournisseur pour De cannes. le matériel de Exactement. canne et tout. Allez, D'accord. Voilà, je vous dis qu'il y a du business à faire. Oui, oui, oui. oui. Ça, effectivement. Voilà, on se retrouve le mois prochain. Avec au mois plaisir. de mai, on se retrouve au mois de mai avec un nouveau thème, avec de nouveaux invités. En tout cas, maintenant, nous, on va aller faire la photo. Et on vous remercie de nous avoir suivis. On a un petit peu débordé, mais c'est comme ça, on fait un petit peu ce qu'on veut chez nous. Merci à tous. Merci Nathalie. Salut. Merci, j'étais Allez, ravie. c'est le retour de la musique. Bye bye à tous. Fréquence Méditerranée. À Menton et sur la Riviera française. www.fmradio.fr